Pierre Combesco, Brian Ferry, Pierre Berger, Yves Saint-Laurent, Catherine Deneuve, Arlette Laguillet, Brice Couturier, Tom Waite, Inès de la Fressan, Gilles Lipovetsky, Marie Seznec, Jacques Laurent, Valérie Delafosse. À l'occasion de la sortie du Globe, spécial mode et en coédition avec Georges-Marc Benamou, voici Bain de minuit numéro 11. Plus chic que moi, tu meurs. Pierre Combesco, bonsoir. Alors tu es critique à l'Express. Oui, enfin bon, on appelle ça comme ça. Oui, je fais un petit peu de critique sur la Zizik symphonique et puis sur le ballet. Tu étais aux Nouvelles Littéraires avant. Moi, je t'ai connu à l'époque de Jean-François Kahn aux Nouvelles Littéraires, non ? Absolument, j'étais même de fondation aux Nouvelles Littéraires avec Tesson. Et tu es resté quand Kahn est arrivé ? Et je suis resté naturellement. Et quand il y a eu la vente, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah je suis parti, non, parce qu'il y a eu, tu sais, il y a eu... Tu n'as pas été vendu avec les meubles ? Ah non, moi j'étais sur les listes noires, j'étais un peu trop à droite pour... Et Luc Dessigne, le critique du Canard enchaîné ? Ah, c'est un copain, moi. C'est un copain qui te ressemble beaucoup ? Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est un être beaucoup plus subtil que moi, beaucoup plus paillette, mais voilà. C'est un copain, on est déjà de temps en temps ensemble. J'étais très intéressé par tes deux premiers livres parce que ça parlait droit. Le premier, c'était Louis II de Bavière. Et le deuxième, c'était qui ? Le deuxième, c'était un livre qui s'appelait Les Chevaliers du Crépuscule. C'était chez Lattès et c'était le... C'est un roi de Sicile ? C'était une biographie, enfin une première esquisse d'une biographie sur Frédéric II, dont on vient d'ailleurs de publier un très beau livre chez Gallimard, qui est Lohenstaufen, Frédéric de Lohenstaufen de Kantorowicz, qui est à mon sens le plus beau livre de l'année en ce moment. Alors, les funérailles de la Sardine, c'était il y a un an, à peu près. Les funérailles de la Sardine, c'était exactement il y a un an, puisque le prix Médicis a été donné aujourd'hui. Et... C'était incroyable parce que dans ton bouquin, il y avait un personnage qui s'appelait Lorenzo de Médicis en plus. Oui, qui s'appelait Lorenzo de Médicis. Donc c'était prédestiné. Ça m'était complètement prédestiné. D'ailleurs, je l'avais écrit pour ça. Alors, tu as une passion plus ou moins secrète, c'est la danse. Oui, mais ça, on ne va pas en parler ce soir. Moi, non, je suis venu pour jeter un cri d'alarme beaucoup plus important que le bébé phoque qu'on égorge, c'est la mort du tulle. Aïe. Le tulle fout le camp. Aïe. Et alors, quand le tulle fout le camp, c'est absolument comme le subjonctif. C'est le dernier rempart d'une civilisation. Tu penses que l'Occident s'écroule avec le tulle ? Absolument, avec la perte du tulle. Le tulle nylon, c'est un peu comme le bas nylon sans couture pour les jolis mollets. Ça a été la fin des belles jambes. Eh bien, le tulle aujourd'hui nylon, quelque chose s'en va. Quelque chose de notre civilisation est en train de périr. Et ça, j'aimerais le dire, car toutes les grandes Cassandres qui font les traités de décomposition n'ont jamais parlé de ce problème essentiel à notre civilisation, le tulle. Le tulle, n'est-ce pas, c'est en partie la danse. N'est-ce pas ? Et s'il n'y a pas un vrai tulle, on ne peut plus danser les grands ballets classiques. N'est-ce pas ? Parce que le tulle fait tout. Le tulle, c'est le nuage de la sylphide, c'est la brume derrière le décor, c'est le nuage que poursuit un prince un peu zoophile au bord d'un lac, essayant d'attraper un cygne et de lui faire son affaire. C'est ça, le tulle. Toutes les petites femmes croupionnantes. Alors aujourd'hui, on croupionne dans du nylon, et ce n'est pas possible, voilà. Mais ça se fabrique plus ? Je crains que de moins en moins ça ne se fabrique. Et alors, naturellement, on voit même la répercussion chez les grands couturiers.
n'est-ce pas? Même chez les grandes costumières, Karinska par exemple est partie à la retraite parce que le tulle foutait le camp. On ne sait plus couper dans le tulle, on ne biaise plus dans le tulle. C'est atroce. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut faire SOS tulle? Moi, je pense qu'il faut faire SOS tulle et il faut prendre le tulle comme un symbole d'une croisade pour la sauvegarde du grand ballet romantique et d'un art de vivre. Est-ce que ça peut qui va du champagne au Perrier d'ailleurs. Est-ce que ça peut intéresser Pierre Berger? Oh, ben, ça peut intéresser naturellement. Pierre Berger, ça l'intéresse au premier degré. Lacroix, ça l'intéresse au premier degré. Ce sont des gens qui font des tutus. Yves Saint-Laurent a fait les tutus de Zizi Jeanmaire, a fait tous les plus beaux costumes de théâtre. Mais aujourd'hui, où peut-il trouver du tulle? C'est très difficile. Est-ce que ça peut intéresser Jacques Lang? Ah, pour porter un tutu, Jacques Lang, non. Ouais. Je ne pense pas. Encore que bon, il... Il porterait pas mal. Oui. Il a... Est-ce que tu es prêt à signer une pétition pour le tulle? Je signe toutes les pétitions pour le tulle. Et aucune contre pour le bébé phoque. Brian, your last album is called Bête Noire. Brian, ton dernier album s'appelle Bête Noire. On dit pareil en anglais? Oui, on dit pareil. On peut employer le mot. On peut dire aussi Pet Hate. Ça veut dire qu'on n'aime pas vraiment. Quand on veut traduire quelque chose d'assez triste et sombre, sinistre. And in this case, it was meant like the darkness within, you know. Dans ce cas-là, je voulais traduire la tristesse qu'il y a à l'intérieur de la chanson. Une espèce de détestation de soi-même, mais ça peut être intéressant. Quand tu fais un album comme ça et que tu en as déjà fait pas mal d'autres avant, tu dois chercher, fouiller, creuser un petit peu. Et des fois, il faut descendre dans les profondeurs. Tu as travaillé dans beaucoup de studios pour cet album, à Los Angeles, à New York, à Paris, à Nassau. Pourquoi tu bouges tout le temps comme ça? Tu peux travailler seulement quand tu es en studio. Je suis pas très bon dans la préparation, en fait. Je vais pas directement aux choses. Je travaille d'une façon un peu lente, tout en méandre. Mais ça peut donner des choses intéressantes. Tu changes des choses sur les paroles, sur la musique. Tu cherches des choses plus intéressantes. C'est ça. Puis des fois, tu n'as plus de temps de studio, puis tu es obligé de te casser. Alors tu vas ailleurs. Mais ça t'apporte une autre inspiration? Oui. Des fois parce qu'il y a un ingénieur du son qui est pas là, qui est dans un autre studio. Il y a les musiciens aussi. Tu voulais avoir des musiciens un peu stars là. C'est difficile de les réunir tous. Oui, en général, je fais une chose dans chaque endroit. Mais cette fois-ci, j'ai fait ça à l'ancienne façon, c'est-à-dire que j'ai réuni tout le monde au même endroit. Alors pour Bête Noire, j'utilise la couleur de la musique argentine. Parce que c'est très mélodramatique, c'est très émotionnel. C'est fantastique. Je les ai vus à New York il y a quelques années. Oui, le tango argentino, c'est ça. Je les ai vus à New York. J'ouvrais le New York Times et puis je cherchais un endroit un soir. Puis j'ai vu cette petite annonce. Tango Argentino. Ils arrivaient de Paris. Je suis allé les voir. C'était génial. C'est vrai que quand tu es en studio en train de bosser sur un album, tu n'arrives pas à te décider quand c'est fini. Et qu'il faut vraiment te tirer les bandes comme certains peintres, fallait leur tirer les toiles.
Usually the song itself tells you to Normalement, la stop, chanson doit dire d'elle-même quand elle est finie, mais nothing more you can do. People obliged to il faut vraiment te tirer les bandes. away? Nearly. Presque, ouais. Really? Ouais, c'est presque Almost ça. like Ouais. that, yeah. Because there are many famous Il y a beaucoup de painters peintres à and qui c'est people who are arrivé ça. obliged to take Marchand the était obligé vraiment de leur prendre les toiles. Ouais. Yeah. You feel like a painter. Tu te sens plus comme un peintre, Much more, yes. Or a than writer anything. with a book. comme un écrivain. That's Ouais, why plutôt. you More publish like- an album every Mais c'est 2 pour ça or que tu 3 sors years. seulement un album tous Yeah, les and 2 in ou that 3 ans. context, it's not so unusual. It's Bah, not so long a oui, time. dans ce I contexte-là, still c'est pas have tellement friends étonnant. J'ai who des paint amis for us peintres now. qui font des expos tous les 2 ou 3 ans. 2 years between exhibitions, between shows. It takes that long to do something that you. C'est dur finalement de faire, c'est long de faire quelque chose que tu penses être bien. Generally, people in that world of say rock and roll do things. Je pense que dans ce milieu, finalement, les gens font les choses un petit peu trop vite. When you are in Paris, Quand tu es à Paris, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir les musées? Sometimes. Ouais, souvent. Ouais. Mais quel genre de A few musée? weeks ago, I went to, Versailles. Il y a quelques semaines, je suis allé à Versailles. Ouais. The gardens this time. I'd Cette been fois-ci, j'ai vu inside les before jardins. when I was a student. Quand j'étais étudiant, j'avais vu l'intérieur. I had a friend from London who was like obsessed. J'ai un ami with de the Londres qui est complètement obsédé par he Louis showed XIV me around the gardens et and qui m'a montré les jardins. everything. It's very, very beautiful, very C'est fascinating. tellement bien, c'est fascinant. Um, Ça t'inspire? kind of. I think Ouais. anything that's as mad as that. C'est vrai que c'est dur d'imaginer un truc aussi dingue que ça. And I also like the Picasso Museum very much. J'aime I beaucoup think it's le really musée interesting to go Picasso. around. It's such a wonderful building. Déjà, l'hôtel And he's particulier. such a powerful C'est tellement artist, puissant. really. It's interesting to see how every few years he'd recreate himself. Ce qui est intéressant, c'est voir comment, d'année en année, il se recrée complètement, comment il change de style. And that's what artists have to do sometimes. did you see the Bacon? Tu as vu l'expo Yes. Bacon chez Lelon? Yeah, I'm a great fan of his. Yeah. Ouais, je We suis un had fan. him in the show. On l'a eu dans l'émission. Yeah. He came for us because he C'est la seule émission de télé qu'il a fait. I met him a few years ago. And he Je l'ai rencontré il y a quelques années. Il voulait faire un portrait de moi. I love that, but we never actually- J'aurais adoré ça, mais enfin on n'est jamais arrivé à se trouver parce que quand il était à Paris, j'étais à Londres, et quand j'étais à Londres, il était à Paris. Sometimes he was in Paris and I was in London, and I'd be in Paris, and the other way around. And What- we haven't quite got together yet on that. What else do you do when you are in Mais qu'est-ce que tu Paris? fais d'autre quand tu es à You like Paris? the girls here? T'aimes les filles ici? I like spending time Je with passe my du temps wife. avec ma femme. You didn't change that Mais t'as pas vraiment changé hein, depuis 10 ans. since the last 10 years. One or two little Ah, j'ai quand même des petites rides hein, là, non. No. But otherwise, it's holding together more or less okay. Do you have a quiet life? Mais t'as une vie tranquille? I like to have contrast, right? Ce que j'aime, c'est les contrastes en fait. In the studio, you know, if I'm making a record. Tu vois, quand on fait un disque, bon, on est en studio, on fume, on sort. I like to be in the countryside. C'est pour ça que j'aime bien être à la campagne aussi, In England. en Angleterre. And so that's pretty quiet. Ça, c'est It's very tranquille. important to have time to yourself. Je crois que c'est important de garder du temps pour soi-même, une espèce de jardin secret, quoi. Pierre Berger, bonsoir. Bonsoir. Il y a une chose qui est assez fascinante finalement dans votre destin, c'est que après-guerre, vous vouliez être citoyen du monde, vous étiez branché avec Gary Davis. Et puis finalement, aujourd'hui, vous êtes devenu un citoyen du monde parce que avec les activités de Saint-Laurent dans le monde entier et le fait que vous fassiez partie de la jet set, est-ce qu'on dit toujours qu'on passe sa vie à réaliser ses rêves de jeunesse? Est-ce que vous n'êtes pas devenu un citoyen du monde d'une autre manière? Vous savez, d'abord, à l'époque, on n'était pas branchés. Ouais. Et je suis pas tout à fait sûr de faire partie de la jet set. Quand tu es un citoyen du monde, s'il est vrai qu'il suffit de voyager autour de la Terre et de faire ce voyage souvent, alors là, oui, je suis un citoyen du monde. Ça me semble pas suffisant. Voilà. Alors avec Yves Saint-Laurent, vous êtes toujours associé à 50-50 parce que c'est un mythe, si vous voulez, pour beaucoup de jeunes entrepreneurs dont j'ai fait partie à une époque, c'était de dire, on y viendra tout à l'heure, je pense que vous n'êtes pas seulement un commercial, mais c'était 50% pour le commercial, 50% pour le créateur, et c'était un peu le couple moderne. Alors est-ce que la vie des affaires vous a permis de conserver cette équité dans votre actionnariat chez Yves Saint-Laurent? Entre Yves Saint-Laurent et moi, l'équité a été maintenue. Mais pour autant, nous avons dû récemment, puisque nous sommes portés et nous avons acquis, nous sommes portés acquéreurs et nous avons acquis les parfums cosmétiques Yves Saint-Laurent qui ne nous appartenaient pas. Nous avons dû pour cela faire appel à des partenaires. Et nous avons appelé, et qui est venu avec nous, Carlo Benedetti. Oui. Voilà. Et donc, évidemment, ça a modifié un petit peu l'actionnariat d'Yves Saint-Laurent. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous, finalement,
pendant de longues années, vous avez été considéré comme le commercial d'Yves Saint Laurent. Oui. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un désir de montrer que vous êtes autre chose? Quand on lit votre curriculum vitae, j'ai reçu, je me suis procuré plutôt 2 curriculum vitae vous concernant. Le premier, il y a 5 lignes sur votre aventure avec Yves Saint Laurent qui racontait comme ça en 5 lignes, comme une chose allant de soi. Dans le deuxième, vous faites passer, il y a marqué culture et mode, et vous faites passer culture avant mode. Vous êtes occupé de théâtre avec l'Athénée, avec Édouard VII, d'édition avec Renaud Barreau et les livres que vous avez publiés. Je ne sais pas un reproche, mais est-ce qu'il n'y a pas une frustration qui se traduit par un désir d'être reconnu, vous aussi, comme quelqu'un, peut-être pas obligatoirement un artiste, mais quelqu'un qui est très concerné par les choses de l'art? Vous savez, Thierry Ardisson, c'est vous qui m'avez demandé de venir. Je vous en remercie beaucoup. Oui. Si j'étais frustré, je vous aurais demandé à venir. Oui. Je ne l'ai pas fait. Oui. Donc je ne suis pas tout à fait frustré. Oui. Je suis très content d'être où je suis et j'occupe la place que j'occupe. Tout d'un coup, des gens s'intéressent à moi. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Moi, je sais pourquoi, parce qu'il y a 10 ans, je faisais un journal underground et chaque fois qu'on avait des problèmes, on allait vous voir pour vous nous aidiez. Donc je pense que vous avez tendance à aider les artistes d'une façon générale et c'est plutôt louable. Pas seulement les artistes. Je crois qu'il y a des projets intéressants et que dans la vie, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de partager. Non, c'est ce qui est le plus beau. Je me méfie des gens qui ont les mains fermées, qui doutent de tout, qui sont sceptiques et qui mettent l'autre en doute. Moi, je fais confiance. On va regarder un sujet là. C'est une interview de votre amie Catherine Deneuve. associée, Saint Laurent, par Catherine Deneuve. Événement. Je sais que j'étais là avec vous à New York pour la rétrospective qui a été dans ce musée extraordinaire, qui était vraiment une consécration importante. Et puis aujourd'hui, c'est une rétrospective très importante aussi. Et c'est Paris. Paris, c'est la capitale. L'angoisse. La vôtre est celle du monde de la mode. Décuplée. Ah oui. Parce que c'est Paris. Qui est-ce qui est responsable avec vous, qui s'occupe du décor, des À Paris, l'éclairage il y a avec qui? Jacques Grange. Qui Ah oui, s'occupe Jacques Grange. Du décor. Mais les décors sont tellement simplifiés, vous savez. Ce sont des- Oui, il faut des que ce soit toiles les de- écrins pour les oui. costumes. On joue beaucoup sur l'éclairage pour donner de la vie aux vêtements. Les vêtements seront tous présentés sur des mannequins et vous me disiez tout à l'heure, je crois que les mannequins seront les mêmes. Ce sont les mêmes qu'à New York et qu'à Pékin. Ce sont des mannequins fantastiques. On peut Alors faire vous m'avez dit ça déjà avec tout à l'heure, eux vous les ce trouvez qu'on peut très faire. beaux. Pourquoi vous les trouvez si beaux? Ils ont une ligne extraordinaire. Donc qui n'est pas humaine. Non, Bien ils sûr. sont beaucoup plus grands que nature. Et... Plus grands que les plus grands mannequins. Oui, et plus minces. Les plus minces que les plus minces, ouais. Et c'est une chose miraculeuse, mais les robes tombent admirablement sur ces mannequins-là. Est-ce qu'il vous arrive de tout remettre en question, des fois quelques jours comme ça avant la fin, quand on ne peut plus rien changer et qu'en même temps on pourrait dire... Plus maintenant. Ça vous est arrivé, les crises? Malheureusement, peut-être. C'est-à-dire que je suis un vétéran maintenant. 30 ans de métier, c'est... Mais l'envie, par exemple, de recommencer, Non. Vous n'avez jamais de crise de désespoir Pendant, oui. oui. Mais à la fin, non. À la fin, j'ai la certitude. Enfin, C'est fait. Pour moi, que c'est fait et que je n'ai plus rien à dire. Je ne regrette rien à la fin. Mais évidemment, pendant la collection, c'est affreux. On traverse des angoisses et des jours où on ne travaille pas du tout. Enfin, Vous travaillez aussi la nuit quand vous travaillez sur la collection? plus maintenant, mais à certaines époques, je travaillais toute la nuit, oui. Parce que j'étais seul dans la maison et que j'adorais ce climat de solitude. On me retrouvait souvent le matin, à 6 heures du matin, les femmes de ménage me retrouvaient dans mon bureau en train de dormir. Mais c'était une époque merveilleuse. Non, maintenant, je suis beaucoup plus sage. Non pas dans mes créations, mais comme j'ai votre pu, rythme. oui, de plus en plus, j'ai besoin plutôt de calme que d'agitation. Puis vous faites 4 collections, donc c'est évidemment aussi Mon but, un rythme... c'est d'épurer au maximum, comme un peintre épure au maximum pour arriver à la perfection de son style, ou comme un écrivain aussi remet tout en question aussi. En fait, je remets tout en question à chaque collection, tout ce que j'ai appris. J'essaie de l'oublier. Et puis il revient d'une autre façon. C'est ce qui fait que... C'est ce qui évite la monotonie de la simplicité.
Il y a beaucoup de ragots qui ont couru ces dernières années sur la santé d'Yves Saint-Laurent. Il disait beaucoup de choses, qu'il abusait de certaines substances, qu'il était malade, etc. Est-ce que vous pouvez nous répondre franchement? Oui, mais bien sûr, pourquoi ne pas répondre franchement? Allons-y. Eh bien, écoutez, il ne faut pas confondre ceci et cela. Saint-Laurent est un créateur, il est un homme fragile, il crée 4 fois par an avec le bonheur et le succès qu'on sait, et ça dure depuis 30 ans. Ouais. Alors moi, j'en connais qui ont abandonné beaucoup plus de plumes que ça, non. Et à force de mal se porter, vous savez, il est comme disait Cocteau, il a une solide mauvaise santé. Une solide Alors, mauvaise santé. ça va très bien, non? Alors on dit que vous possédez, je ne sais pas si c'est vrai, hein, On va voir. 150 millions de dollars. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi amasser tout cet argent? Pour qui? Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de... Qu'est-ce que vous allez en faire, tout ce pognon? Mais dites-moi, d'abord, j'ai pas amassé 150 millions de dollars. C'est faux, déjà. Je sais pas, moi, vous savez, j'ai pas, Bah, écoutez. pas beaucoup de sous, moi. Alors, déjà, c'est faux, parce que c'est pas 150 millions de dollars. Ah, supposons que ce soit Vous ça. n'avez pas dans un coffre 150 millions de Bah, dollars, voilà. je m'en doute bien. Alors, Enfin, supposons- vous pesez, vous valez. Ah ben oui, mais c'est pas Oui. de l'argent, ça. Oui. Ce sont des actions de cette société qui s'appelle Yves Saint-Laurent, qui est évaluée, qui vont entrer en bourse et qui sera évaluée à un prix. Je ne connais pas de succès sans argent. Vous allez en faire quoi de cet argent? D'abord, faudrait-il que je vende des titres et des actions je sais pas, imagine. pour avoir de l'argent. Un jour, on est tous réduits au même point. Je veux dire, un jour, on aura tous 70 ans. Ben moi, j'en ferai une fondation. Ah. Parce que je trouve qu'il faut que l'argent retourne où il est venu. Alors, cet argent, Yves Saint-Laurent et moi, nous l'avons gagné dans un métier précis, qui est celui de la mode. Et à notre sens, au sien comme au mien, l'argent doit retourner là. Alors, il faut faire une fondation pour apprendre et pour montrer ce que c'est que ce métier, ce que c'est que la mode. Et puis, il faut y ajouter beaucoup d'autres choses. Il y Et des avait- salles d'exposition. Et puis, disons, faire un petit peu ce que les musées sont incapables de faire. Il y avait une pub Voilà. de Saint-Laurent à un moment qui disait pour ceux qui vivent avec talent. Donc vous essayez de vivre avec talent. Oui, écoutez, pour suivre votre question, j'essaierai de mourir avec talent. Oui. Voilà. Ce Alors serait la déjà Chine, pas mal. l'URSS, c'est des coûts pour avoir de la presse. Vous pensez vraiment qu'il y a un marché en Chine ou en Non, URSS? je ne pense pas du tout qu'il y ait un marché en Chine. Donc vous faites ça pour et qu'on en parle de URSS. Saint-Laurent dans les journaux, quoi. C'est pas Mais tout vous à fait pouvez le dire, ça. c'est pas grave. Hein. À Oui, cette heure-là, on peut tout dire. À cette heure-là, on peut tout dire, mais c'est pas tout à fait ça. C'est parce que j'aime bien faire les choses les premiers. Voilà. Alors on va y venir justement. Vous Bien. êtes très fier d'avoir reçu chez Saint-Laurent Raïssa Gorbatchev. Oui, je suis très fier aussi Mais oui, d'avoir mais- été dîner chez elle. Mais oui, mais alors là, je Bien. me demande, parce que d'un côté, vous défendez SOS Racisme, et de l'autre côté, vous défendez pas, mais vous fréquentez, et la presse s'en fait l'écho allègrement, la femme d'un type qui quand même interdit aux Juifs de sortir du RSS, qui maintient des gens dans des camps de concentration. Finalement, cette Raïcha Gorbatchev, c'est la femme d'un dictateur, je veux dire. Bah, Il n'a vous- jamais été élu, Gorbatchev. Écoutez, vous savez parfaitement, ou alors puisque nous parlons de Globe aujourd'hui, vous ne m'auriez pas lu, ce que je ne peux pas croire. Oui, je vous lis Alors, régulièrement. alors, puisque vous me lisez régulièrement, vous savez parfaitement que je ne pense pas à ce que vous dites de M. Gorbatchev. Et Vous sa- recevez sa femme, et vous montrez sa- en photo avec sa femme. Vous savez parfaitement que, au moment où nous parlons, je soutiens autant que possible la politique de Gorbatchev. Vous pensez qu'il dit la vérité? Écoutez, moi je pense que M. Sakharov est libre. Et je pense que Nouriev est retourné en Russie il y a 15 jours. Je constate, comme vous, comme moi, que ce qui était impossible il y a 1 an, 2 ans, encore plus autrefois, devient possible aujourd'hui. Alors je pense, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour les jeunes gens dont vous étiez et qui veniez me demander de l'aide Et vous nous la donniez. sur des projets, je vous la donnais parce que je Absolument. vous faisais confiance. Absolument. Alors M. Gorbatchev ne m'a pas demandé d'aide, mais moi je lui fais confiance. D'accord. Et je préfère faire confiance à M. Gorbatchev Bonne que réponse. déjà mettre en doute ses intentions. Je n'aime pas, où que ce soit, de quelque manière que ce soit, les procès Vous faites d'intention. confiance. Je fais confiance à M. Gorbatchev, absolument.
Vous avez 84 ans, c'est pas rien. Et vous publiez en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre, un livre qui s'appellera en français dans 3 semaines chez Carl Lafont, Amoureuse de l'amour, qui a été un petit peu réécrit par notre ami Dante Vacchi, et qui est un livre qui raconte votre vie, qui est assez extraordinaire, faut bien le dire, ce qui justifie que nous soyons venus vous voir ce soir à Munich. Alors, quand on essaye de comprendre un peu votre personnage, quand on essaye de comparer qui vous êtes à des gens que les gens connaissent peut-être un petit peu mieux que vous, on pourrait penser à Marlène Dietrich, à Greta Garbo, et on le verra tout à l'heure, un petit peu à Eva Braun aussi. Et si on voulait raconter votre vie en citant des films, on pourrait citer Cabaret, on pourrait citer Les Damnés, et on pourrait citer Le Dictateur, parce que vous avez très bien connu à la fois Adolf Hitler et Charlie Chaplin. Alors, quand le livre commence, vous avez une vingtaine d'années, vous travaillez à Munich, vous cousez des pyjamas en soie, vous vivez dans une petite pension qui s'appelle la pension Rothenstein, et puis vous avez très envie de danser. Le soir, quand vous rentrez chez vous, après avoir cousu vos pyjamas en soie toute la journée, vous mettez votre gramophone, vous mettez un disque sur le gramophone, et puis vous dansez comme ça devant la glace, et vous espérez qu'un jour, quelqu'un va vous découvrir, vous espérez qu'un jour, vous deviendrez une grande danseuse, une grande star, ce qui vous est d'ailleurs arrivé par la suite. La question que je voulais vous poser, c'est que le jour où vous allez voir Rudolf Nelson, qui est le premier à vous faire confiance, à vous engager sur une scène de théâtre, finalement, est-ce qu'il vous a engagé parce qu'il vous a trouvé très jolie, ce qui était le cas et ce qui est encore le cas même à votre âge? Est-ce qu'il vous a engagé pour ça ou parce que vous avez cédé un peu à ses charmes? Il ne connaissait rien de moi. Je n'étais pas danseuse et je pense que ça l'a impressionné qu'une personne jeune comme je l'étais, ose demander si elle pouvait danser chez lui. Un théâtre très reconnu avec des danseurs de très grande qualité. Il l'a essayé et ça a marché. Ensuite, vous vous lancez dans le Berlin des années 20, vous fréquentez une société bourgeoise un petit peu décadente, et vous dites dans votre livre que beaucoup de gens prenaient de la cocaïne à l'époque. Alors, quel effet ça fait, la cocaïne, quand on en prend? J'avais un cercle d'amis où tout le monde prenait la cocaïne et tout le monde me disait il faut l'essayer, c'est extraordinaire. Je l'ai essayé une fois et je n'ai pas pu dormir pendant 24 heures et donc c'était la dernière fois que je l'ai pris. Mon sommeil était quand même quelque chose de spécial que je ne voulais pas sacrifier. Vous dites dans votre livre à un moment que vous avez pensé que vous étiez devenue lesbienne et ça vous faisait peur. Est-ce que vraiment c'était dans votre tête ou est-ce qu'à l'époque où vous avez eu peur d'être devenue lesbienne, vous avez eu vraiment des relations homosexuelles avec d'autres femmes? Non, j'étais ce type de femme, mais d'autres femmes venaient toujours vers moi et c'était la mode de se promener avec un chapeau d'homme, avec une cravate et on appelait ça le père un peu osé. Et j'ai donc joué le jeu et j'ai tout essayé. J'avais des amis, eux, extraordinaires. Mais il fallait faire très attention de ne pas disparaître dans une pièce lors des fêtes qui ont été données. Mais vous savez que l'adolescence, la jeunesse, à chaque époque, il y a une spécialité, il y a une chose ou des choses qui ne sont pas très favorables, mais il faut passer par ces choses. Et je devais tout essayer, j'étais très curieuse. Alors, c'est à cette époque où, de toute façon, vous n'avez pas cédé au culte de Sappho, parce que vous avez rencontré votre Pygmalion, qui était le baron Haubold von Enziedel, qui vous a amené un jour, d'ailleurs, au studio Universal, et qui vous a plus ou moins dirigé vers Murnau, qui vous a fait jouer dans Faust. Alors, c'est lui qui vous a un petit peu appris à vivre, à vous conduire dans la vie, à vous tenir à table, à vous tenir en société. Il était plus âgé que vous. Est-ce que ça vous demandait un effort de vivre finalement avec un homme plus âgé? Est-ce que vous vous donniez du mal ou est-ce que vous l'aimiez réellement? Il n'était pas plus âgé que moi. Il est décédé il y a 4 ans et jusqu'à cette époque-là, on était amis. Mon éducation a été très simple. J'étais fille de fonctionnaire. Lorsque je suis née, mon
père était musicien et un oncle a fait de lui plus tard un fonctionnaire parce qu'il pensait qu'un musicien, c'est un métier dans lequel on ne gagne pas suffisamment d'argent. Donc mon éducation a été simple et il m'a beaucoup appris des choses qu'on apprend seulement dans de tels cercles, dans de tels milieux. Il était un peu comme un père et comme un ami. Et ça a influencé, imprégné toute ma vie. C'était une amitié extraordinaire. Je l'ai beaucoup aimé, mais je n'ai pas assez aimé pour l'épouser. Bien sûr, mes parents auraient beaucoup aimé que je devienne comtesse, mais notre amitié a duré jusqu'à sa mort. Je ne veux pas lui donner l'argent, madame. Arlette Laguillet, bonsoir. Est-ce que je peux vous dire bonsoir, camarades? Ah, c'est vous que vous allez compromettre, mais enfin, moi, ça ne me dérange pas. Entre vous et vos camarades, vous appelez camarades? Oui, on s'appelle aussi par nos prénoms, c'est des fois plus simple. Vous êtes les derniers, finalement, à vous appeler camarades, parce que ça se perd quand même, non? Je trouve que si ça se perd, c'est dommage, mais enfin, on est quand même encore assez nombreux, je crois, à s'appeler comme ça. Alors justement, en 1974, vous êtes présenté aux élections présidentielles, vous avez réuni 600 000 suffrages, en 81, un tout petit peu plus. Et Libération, en 1974, avait fait un papier sur les résultats, vous étiez 5e sur 12, ce qui était pas mal d'ailleurs. C'était pas mal, hein? oui. J'étais la première des petits candidats, voilà, si on peut dire. C'est pas mal. Et Libé avait fait un titre, enfin c'est pas un titre, c'est dans un chapeau, ils avaient dit c'est un résultat qui fait chaud au cœur. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il dira encore la même chose? Je ne sais pas ce que Libération dirait, mais je crois que si je fais autant de voix, et même plus j'espère, aux prochaines élections présidentielles, je crois que ça fera chaud au cœur à des dizaines de milliers de travailleurs qui aujourd'hui dans les entreprises souffrent de la crise économique, qui connaissent l'insécurité pour leur emploi, qui connaissent la baisse de leur niveau de vie.
face à une bourgeoisie qui s'enrichit actuellement, même si elle a perdu quelques milliards à la bourse. On va en parler de la bourse. Mais est-ce que vous croyez que ça fera chaud au cœur à Serge July si aujourd'hui, enfin si en 88, vous faites encore le même score? Est-ce que Libération dira ça nous fait chaud au cœur? Bah, écoutez, Serge July, il faudra lui demander. On verra bien ce qu'il écrira. Je crois que, vous savez, moi je ne me présente pas pour faire plaisir à tel ou à tel. Je me présente parce que je crois qu'il faut qu'il y ait une voix qui dise dans ces élections que la classe ouvrière ne va pas pouvoir accepter sans arrêt de sombrer de plus en plus dans la pauvreté. Parce qu'on s'attaque à son niveau de vie, on s'attaque à ses acquis sociaux, on s'attaque à son emploi. Et aujourd'hui, c'est ça qui est dramatique, c'est d'un côté l'enrichissement et de l'autre côté l'appauvrissement. Et je crois, si vous permettez, je termine sur cette idée, et je crois qu'il faut que la classe ouvrière se batte, lutte et ne compte pas justement sur les élections pour changer quoi que ce soit. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qu'il faut? Vous êtes toujours trotskiste? Absolument. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire la révolution? Il faut prendre les armes? Pourquoi pas d'ailleurs? Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, en 87, 88, alors que les idéologies ont pris un méchant coup quand même, il faut bien le dire, est-ce que vous pensez toujours qu'il faut prendre les armes, descendre dans la rue, etc. Prendre les armes, descendre dans la rue, ça ne dépend pas des révolutionnaires. Ça n'a pas dépendu des révolutionnaires pendant la Révolution française. Ouais. Et je crois, oui, qu'un jour, il y aura une révolution parce que je crois que ce monde, à l'échelle mondiale, est trop injuste. Les riches peuvent payer, c'est sûr. Absolument. Ils peuvent payer parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Oui. Ils spéculent en bourse, ils spéculent sur l'art. Maintenant, ils achètent de l'art. Oui, d'accord. Mais quel est le pays, finalement, qui, à votre avis, est le plus proche de ce que vous souhaitez dans le monde entier? Quel est le pays où une révolution trotskiste a eu lieu et où, finalement, vous pouvez dire, ben voilà, on pourrait faire comme eux? Il n'y en a pas. C'est un peu inquiétant, ça, quand même. Il y a eu la révolution russe en 1917, mais depuis, c'est vrai qu'elle a été détournée par une bureaucratie. Par la nomenclatura. Et que la classe ouvrière soviétique aura à faire une nouvelle révolution. Parce qu'en Russie, la nomenclatura, ils achètent des compacts disques, ils achètent des magnétoscopes. Donc on est revenu à une nouvelle bourgeoisie, vous êtes d'accord? C'est pas une nouvelle bourgeoisie, c'est un peu différent, c'est une caste bureaucratique. Mais pour la classe ouvrière, ça ne change pas grand-chose, effectivement. De ce point de vue-là, il est nécessaire qu'il y ait une révolution à l'échelle mondiale. Oui, ça c'est certain. Et je crois qu'aujourd'hui, les bourgeois peuvent être inquiets, comme les bureaucrates dans les pays de l'Est peuvent être inquiets. Parce qu'un peu partout, vous les mettez dans le même sac. Un peu partout, la classe ouvrière relève la tête. Et vous pouvez voir qu'il y a eu des mouvements de grève en URSS, qu'il y en a en Roumanie, qu'il y en a eu en Pologne, qu'il y en a dans tous les pays développés, et que aussi dans le tiers-monde, la classe ouvrière bouge. Vous ne pensez pas que les gens dont vous parlez, ce que vous appelez la classe ouvrière, ils ont des traites à payer, ils sont un peu... Vous voyez bien au Crédit Lyonnais quand même, les gens tous les mois, on leur prend plein de pognon pour payer la bagnole, le frigo, le téléviseur, et qui sont coincés par ça. Mais vous savez, ils sont peut-être coincés, mais l'âpreté au gain de la bourgeoisie est telle. Les travailleurs ont été tellement trahis, on leur a tellement menti, que je crois qu'un jour ou l'autre, malgré les traites, malgré tout ça, de toute façon, ils seront acculés à se défendre s'ils ne veulent pas sombrer complètement dans une paupérisation et dans la pauvreté. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'aujourd'hui, les ouvriers ont envie de faire partie de la bourgeoisie? Oh, certainement pas. Certainement pas. Vous pensez que ça reste une classe? Vous pensez que ça reste une classe en soi? Mais quelle image nous montre la bourgeoisie? Une image d'un système qu'elle est incapable de maîtriser. On l'a vu avec le krach boursier. Vous comprenez, on est dans une situation complètement folle au niveau du monde. On fait de l'argent avec l'argent. On voit des milliards, qui se déplacent d'une place boursière à l'autre, d'une banque à l'autre, au travers le monde, qui est de 50 fois supérieur à la circulation des marchandises. C'est-à-dire, c'est des bouts de papier qui ne représentent rien. C'est une situation folle. Seulement, cet argent, ces profits se sont bien faits sur le dos de quelqu'un. Et ils se sont faits sur l'appauvrissement de la classe ouvrière dans le monde entier. C'est vrai que c'est assez... Il est temps de renverser la tendance. C'est assez surréaliste. Mais alors, maintenant, on va quitter le plan purement politique. En 1974, vous étiez le seul candidat... la seule candidate. La seule candidate. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Et alors, Bijard a eu un mot un peu qui a fait Florès à l'époque. Il a dit, de toute façon, Arlette Laguillet, il faudrait la marier avec un para. Qu'est-ce que vous en pensez Je ne me suis pas mariée, ni avec un para, ni avec un autre. Et vous voyez, je ne suis pas calmée comme il... vous n'êtes pas calmée, vous n'avez pas l'air d'avoir beaucoup vieilli d'ailleurs. Vous êtes toujours très énergique. Au niveau des idées, en tout cas, je n'ai pas changé. Non, mais même, vous êtes toujours très en forme. C'est bien. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Pour mener le combat que je mène, il faut être en forme. Vous n'êtes pas mariée, pourquoi? Parce que vous êtes contre l'institution du mariage? Parce que j'ai pas eu envie de me marier et je crois que je suis pas toute seule. Non, mais est-ce que c'est idéologique? Est-ce que c'est extraordinaire pas avoir envie de se marier? Non, mais est-ce que c'est idéologique ou est-ce que c'est votre vécu comme ça? Vous dites non, j'ai pas envie de me marier. Je crois que c'est mon vécu, je crois que c'est mon choix personnel. Il y a une question qui me brûle les lèvres. C'est pourquoi vous auriez pu être bonne sœur?
Parce que finalement, les bonnes sœurs, elles défendent les pauvres aussi. C'est drôle c'est ce que vous me dites ça parce que je crois que si vous aviez été un homme et que j'avais fait de la politique, vous ne vous permetteriez pas de dire ça. Pourquoi? Vous dites ça parce que je suis une femme. Non. Et que les femmes, Mais quand vous elles auriez font pu de la être curé si vous politique, avez été un mec. automatiquement, on imagine qu'elles se sacrifient, Non, mais vous vous que sacrifiez c'est pour un la- sacerdoce. Mais je ne me Les bonnes sœurs, elles sacrifie se pas. sacrifient. Il y a plein de bonnes Je ne sœurs me qui se sacrifie il y a plein de pas. bonnes sœurs qui se sacrifient pour les pauvres aussi, je veux Mais dire. je ne me sacrifie pas. Je mène un combat qui me plaît, qui est le mien. Je lutte aussi pour moi, parce que je fais partie de la classe ouvrière. Je lutte pas seulement pour les autres, j'ai envie que ça change pour moi et pour les autres aussi. Mais les et bonnes de ce point sœurs de vue-là, aussi. il y a des tas d'hommes qui mènent ce combat. Ouais. Ça paraît jamais Mais extraordinaire. quand on est un homme, on est c'est une curé, femme, quand on est une on a femme- l'air Mais d'être non. quelqu'un de marginal. Quand on est un homme, on est curé. Quand on est une femme, on peut être bonne sœur. Je veux dire par là, c'est finalement le même combat, c'est défendre les pauvres. Je défends les pauvres, je défends le monde du travail, mais surtout, je les incite à se défendre eux-mêmes. Il y a plein de bonnes sœurs qui se battent pour que les pauvres vivent mieux quand même. Parce que j'ai beaucoup de respect pour les bonnes sœurs qui s'occupent des pauvres, Oui. mais je ne crois pas en Dieu, je suis marxiste, je suis matérialiste, je crois que les hommes peuvent changer et les femmes peuvent changer eux-mêmes la société sans faire confiance en un bon Dieu de quelque nature qu'il soit. Alors de ce point de vue-là, non, je Vous ne êtes me sens pas du marxiste, tout proche. malgré le marxisme, quand il l'analyse, on peut être d'accord avec lui, enfin avec Marx, sur toute la partie analyse, mais sur la Je partie... crois que la crise économique actuelle met en avant justement tout ce qu'il y a d'actuel Vous dans la pensez que le pensée crack, de alors, Marx. pour en venir au Qui n'était crack- pas une pensée figée, comme Oui. on veut bien le dire, mais qui est une pensée justement parce qu'elle part des réalités, qui est la seule qui puisse expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Ben, moi, je vais vous dire, je vous aime beaucoup, parce que, quelles que soient vos idées politiques, vous avez un cœur gros comme ça, Arlette. Ah, j'ai un cœur et puis j'ai une tête aussi, Ouais. je crois. Alors ben là, on va voir une séquence qui est toutes les semaines dans l'émission, où on voit des gens qui font la fête, alors peut-être ça va vous choquer affreusement. Ils sont pas tous riches, remarquez, mais ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de passer des nuits à Je s'amuser. ne suis pas contre la fête. Vous n'êtes pas contre la fête. Alors ça s'appelle Album. C'est fait par un photographe qui s'appelle Sylvain Bergère. Et il fait de très belles photos en noir et blanc sur toutes les fêtes de Paris. Voilà. Album numéro 11, Sylvain Bergère, dédié à Arlette Laguillet. Ça, c'est les soirées Paris-Boxon, Studio A, 49 rue de Ponthieu, juste à côté de chez Régine. Ça, c'est la fille d'un sénateur. Et ça, la fille du ministre de la Défense. Waouh! Le Bataclan, tous les dimanches, ça devient le Domingo Kruger. On peut amener les enfants, les chiens, les vieillards, c'est super. Soirée créateur au Royal Lieu, rue des Italiens, juste à côté du Monde. Ce qu'il y avait de mieux, c'était les coiffures. Le musée d'Orsay est bientôt transformé en gare de chemin de fer. C'est quand Sylvain fait l'artiste. Libovry Aubin. Marie-France Pizier-Aubin. Roman Polanski Aubin. Et les chouchous de la semaine. Fabrice Couturier, c'est toi qui es l'inspirateur de la musique à Globe. Pas du tout, moi je fais le bulletin météo régulièrement. C'est toi qui fais la pluie et le beau temps. Absolument. Et alors, quelle est la musique que vous écoutez en ce moment à Globe? Moi en tous les cas, j'écoute Tom Waits. C'est qui? Frank's White Years. C'est qui Tom Waits? C'est un Irlandais américain avec la voix complètement pétée par le tabac. Tu vois ce que je veux dire? Tu crois que je peux arriver à chanter comme Tom Waits si j'essaye un peu? Tu doubles ta consommation, à mon avis, tu es Mais pas je peux très pas loin la doubler, déjà. ma consommation, elle est maximum. Bah, la nuit alors. La nuit, alors. Ouais. Alors, on va voir maintenant quelle est la musique dans Bain de minuit cette semaine. Alors, Franck, tu me la poses pas la question cette semaine? Cabotin, chouchou. Oui, alors, aujourd'hui, on a une compilation, Pretenders, parce que la voix de Chrissy Hynde, comme on sait, c'est une des plus belles dans le monde. Compilation de vieilles chansons, voilà. Ouais. S'il vous plaît, Franck. Oh, je vous en prie. Le premier, voilà. Et le grands deuxième? maîtres, Stevie Wonder, dont on parle moins que les Prince et Michael Jackson. C'est son dernier, c'est très bien travaillé. Il y a un duo d'ailleurs avec Michael Jackson qui s'appelle Squelette, mais on ne sait pas le squelette de qui. Et entre les deux, c'est lequel les super chouchous? Stevie Wonder, bien sûr. Stevie Wonder. Et alors, chouchou, est-ce que tu veux voir un clip de Tom Waits? Oui. Chouchou. Ouais! Bon, on va les regarder. Chérie, viens, vite! Welcome to Miss Kiko's Chi Chi Club. It's showtime.
blow, wind blow, wherever you may go. Put on your overcoat, take me away. You gotta take me on into the night. Take me on into the night. Blow me away. Blow me away. Arizona blacktop. There's a husband in the doghouse in the middle of a shakedown. I got quiet as a church mouse. Put my rollers on the dashboard. Sugar daddy caught a polo call. There's no solitary tap dance around here. In the slaughterhouse, and if you swing along the beltway, you skid along there all day. 'Cause I went a little crazy, and I sat upon a high chair, and I'm smoking like a diesel. Well, and if you wherever you may go, put on your coat, take me away. You gotta take me on into the night. Will you take me on into the night? Blow me away. Inès, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Ariel, bonsoir Marie, bonsoir Georges Marc, bonsoir Gilles Lipovetsky. On a publié chez Gallimard un bouquin qui s'appelle L'Empire de l'éphémère. Le premier, c'était l'ère du vide. Alors c'est des trucs de Sioran, ça un peu, non? Pas exactement. Ça ressemble à des maximes de Sioran. Oui, mais c'est fait dans une autre perspective. C'est essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui change dans le monde et surtout dans les sociétés contemporaines, où ça va, d'où on vient. Et de comprendre les grands moments, les grands stades. Alors vous, la défaite de la pensée, ça vous fait marrer finalement, parce que vous trouvez que vous êtes juste l'inverse de Finkielkraut à peu près, parce que vous pensez que la mode, pas seulement la mode au niveau chiffon, mais la mode en tant qu'attitude intellectuelle et esthétique, c'est le summum de la démocratie finalement. Bah, le summum, je ne sais pas, le summum, ça ne sera jamais terminé, l'œuvre démocratique. En tout cas, je crois que l'empire de la mode qui se généralise dans tous les secteurs de la société, dans la consommation, dans la publicité, dans la culture, produit des sociétés en effet beaucoup plus tolérantes, beaucoup plus ouvertes, qui permettent aux gens de davantage juger par rapport à eux-mêmes. On est dans des sociétés, je crois, en effet, très, très libres, où la vie privée jouit d'espace de latitude très grande. Et parler de barbarie, en effet, disons, ça me fait pas rigoler, mais je trouve que ça n'a pas de sens. Mais quand on dit les Beatles et Mozart, c'est la même chose, il y a des gens que ça fait hurler, vous trouvez ça parfaitement anti-totalitaire qu'on puisse le dire, mais finalement. Oui, parce qu'il faut le prendre avec humour. Je veux dire, personne ne le croit.
En réalité, il faut être naïf pour prendre à la lettre ce Le genre fait de qu'on choses. puisse le dire, Mais ça vous semble... Mais oui, ouais. c'est rigolo. Je veux dire, il ne faut pas le prendre comme une thèse en Sorbonne. Je veux dire, qui dit ça, on prend ça comme on parle dans l'air du temps. Mais le fait, par exemple, que SOS Racisme, il y ait plein de gens qui y participent parce que c'est à la mode, finalement, c'est bien pour l'antiracisme. C'est un peu ça que vous dites. Oui, disons que ça prouve aussi que dans une société mobile, une société éphémère, en même temps, les grands référents de la démocratie, les droits de l'homme, restent quelque chose de profondément ancré. Et c'est un point qui fait qu'on peut être relativement optimiste pour nos démocraties. On n'est pas voué du tout à l'intolérance, à la barbarie, au déchirement des conflits. Au contraire, on voit que sur des conflits majeurs, il y a les droits de l'homme qui restent profondément ancrés. Vous avez le sentiment que votre livre sera éphémère? Ah bah écoutez, ça, le marché et l'histoire jugera. Alors moi j'ai connu Lipovetsky grâce à Globe, grâce à Benamou. Moi, ce que je voulais dire, c'est que finalement, on dit que c'est un éloge des démocraties frivoles. C'était le titre de ton interview dans Globe. Et ce que j'aime bien dans ce que tu écris, aussi bien dans L'air du vide que dans ce livre que j'ai seulement parcouru, c'est que c'est un éloge de la frivolité et en même temps, il y a de la gravité là-dedans. C'est pas seulement de la frivolité. Et c'est ça que j'aime bien, ce mélange de frivolité et de gravité qui fait, c'est un mec sérieux qui parle de frivolité. Qui fait que la vie n'est pas schizophrénique, Mais enfin, c'est la vraie vie. Georges Marc, dans le dernier Globe, il y a un truc que je comprends pas parce qu'il y avait un article qui disait on en a marre du look en politique. Et puis il y avait une interview de Lipovetsky où il disait mais c'est quand même un peu antinomique quand même. Non, parce que pour le look, effectivement, ça commence à être insupportable et dangereux pour les démocraties. Mais la mode, avec ce qu'elle a de frivole et de grave, je disais, c'est au contraire un facteur de circulation, de mobilité, de transparence qui est formidable. Et c'est une chance pour les démocraties. Alors Inès, depuis Barthes, le monde de la mode était tranquille. Et puis d'un seul coup, il y a un autre mec qui arrive, qui est assez sérieux d'ailleurs, faut bien le dire. Écoutez, c'est un livre formidable, hein. Ah, passionnant. Quand passionnant. on commence à le lire, c'est comme un roman. On s'ennuie pas une seconde. Mais au bout d'un moment, on se dit... On se dit quoi? Lisez-le, vous verrez que c'est un livre Il a formidable. que parcouru, lui. C'est à la NRF, Gaïmard, ça va chercher dans les 56, 57 francs. Mais au bout d'un moment, on se dit, dans le fond, est-ce que la frivolité supporte qu'on parle d'elle? Est-ce que la frivolité, c'est pas une chose essentielle? Mais est-ce qu'il ne faut pas, au bout d'un moment, laisser faire cette espèce de légèreté? Et il faut juste peut-être faire attention à la frivolité en profondeur. Et je crois qu'il faut parler de cette espèce de légèreté. D'une façon légère. Ah, lui, c'est pas léger. Non, mais je crois qu'il faut que tout reste léger. Et quand on voit les musées, les conférences, les choses qu'on peut faire sur la légèreté, ça la rend lourde. Tu veux pas qu'on parle de la mode au sérieux, quoi? Non, la mode, c'est une vaste rigolade, et tant mieux. Il faut que ce soit comme ça. Bon, je comprends très bien ce que vous dites, c'est quelque chose de tout à fait fondé. Cela étant, il faut quand même comprendre qu'il y a un vrai problème curieux, c'est que la mode est un phénomène occidental. C'est quelque chose qui apparaît à la fin du Moyen-Âge, qu'on n'a jamais vu comme tel dans aucune autre civilisation. C'est à partir de là que je me suis posé le problème. Mais alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que nos sociétés, qui sont à la fois les sociétés de la science, de la technique, sont aussi les sociétés qui ont inventé la frivolité? Et quand on s'y penche un peu, alors on voit que c'est pas si simple que ça, à essayer de comprendre l'émergence, la naissance d'un monde et d'une esthétique frivole. Alors, la meilleure preuve, c'est que Marie Seznec, tu travailles pour La Croix, tu es mannequin vedette chez La Croix. La Croix a commencé à faire des robes, des vêtements hispanisants, et finalement, ça a déclenché un mouvement qui dépasse complètement, finalement, le stade de la mode. Oui, parce que c'est un moment aussi avec la musique, les gypsies. Oui, mais c'est quand même lui qui a déclenché le mouvement. Oui, oui. Donc ça prouve qu'il a raison. Ah oui, c'est bien. C'est vrai que maintenant, il y a une influence hispanique totale qui a été déclenchée par La Croix à un moment. Ça ne t'énerve pas qu'on dise ça? Christian Lacroix est un ami à moi depuis très très longtemps. Il a énormément de talent. Et c'est important que Marie soit là, parce que ça tombe très très bien. Lacroix est la personne qui a apporté un peu d'humour et de légèreté à la haute couture. Et évidemment, il y avait Karl Lagerfeld qui était là et qui apportait tout son talent et sa technique et puis son invention comme ça.
Mais je crois que Lacroix a aussi apporté une espèce de dérision qu'on avait oubliée parce que la haute couture, c'est pas une chose si sérieuse. C'est trouvé chez les créateurs ou chez les stylistes, mais pas dans la haute couture. Absolument, voilà. Absolument. Et avant-guerre, il y avait Schiaparelli qui faisait défiler des femmes avec des encriers sur la tête et des plumes, des chaussures. C'était très, très, très surréaliste. Et il y avait comme ça toujours une espèce de... Ça s'était perdu un peu, ça. Ça s'était entièrement perdu. C'était devenu pour des vieilles dames. Et puis ça reprenait les choses du prêt-à-porter. Et finalement, la haute couture utilisait son nom pour vendre des parfums ou des cosmétiques ou des foulards, ce qu'ils appellent des licences. Ils vont en faire remarcher Lacroix des licences. Et pour nous, chez Chanel, pour nous, chez Chanel, c'est formidable justement que tout d'un coup, de nouveau, il se passe quelque chose avec Christian Lacroix qui est jeune et sympathique. C'est très sympa. Il est craquant. C'est un copain à nous. Alors les bains, c'est pas seulement une boîte, c'est aussi un musée maintenant parce qu'il y a une exposition qui s'appelle L'Art dans le bain, peinture contemporaine. C'est exposé ici en ce moment. Ça sera vendu à Drouot le lundi 30 novembre. Tu sais ce que tu peux faire de tes économies? Ouais. T'achètes de la peinture un peu? Je vais très souvent à Drouot et il y a des dessins superbes. Les gens ne s'intéressent pas vraiment aux dessins parce que c'est pas considéré comme des investissements. Alors là, on va voir une séquence qui s'appelle les Wannabe. C'est une séquence où on voit des mecs qui débutent. Alors c'est des futurs Lagerfeld, des futurs Lacroix, des futurs Lipovetsky, des futurs Benamou. Et on va regarder, ils ont une minute. Des futurs Ardisson, je leur souhaite pas. Ils ont une minute chacun pour vendre leur salade. Et ça s'appelle les Wannabe. Ça veut dire, tu sais ce que c'est un Wannabe? Bah, évidemment. Bon, elle est bien quand même. Bonjour, je m'appelle Suksan, je suis thaïlandais. J'ai déjà travaillé avec des créateurs à Paris. En ce moment, je prépare une collection de mode à l'occasion 60e anniversaire du roi de Thaïlande, le 4 décembre. Éventuellement, j'aimerais bien trouver des sponsors pour pouvoir continuer mon travail. Vous pouvez me contacter au numéro 48 07 81 32. Merci. Je m'appelle Caroline Andrieux et je présente l'usine éphémère, qui est une ancienne usine chimique vouée à la démolition dans un an. Cette usine chimique présente 15 ateliers d'artistes et 1000 m² d'exposition sous verrière. Grâce au mécénat d'entreprise, on en a fait une rencontre artistique de peintres, sculpteurs, comédiens, vidéastes et musiciens. En ce moment, une pièce de théâtre de Serge Sandor et une exposition de Constanza Aguirre et d'Emmanuel Renard. Prochainement, Kat Loré et ses bâches. Borderie, qui finit son cycle d'hibernation glaciaire pour sa prochaine sculpture. Basserode, de son état, qui présente une sculpture sonore. Ils exposeront tous chez Beaux-les-Arts à partir du 5 décembre. Et l'usine se trouve au 14 rue David d'Angers, dans le 19e arrondissement. Téléphone 42 02 30. Nous sommes décorateurs étalagistes. Notre but, vous aider à mieux vendre, sublimer le produit pour susciter l'acte d'achat. La vitrine est un média. Nous pouvons vous aider à optimiser votre potentiel. Pour cela, contactez-nous, Thierry Abelli, Valérie Gaquière, au 42 53 91 64. Je suis Mina Small, j'ai chanté Confirmation de Charlie Parker. J'aimerais monter un spectacle. Je cherche un producteur. Mon numéro de téléphone, 48 68 60 14. Ça, c'est pas mal, ça te plaît? C'est pas mal, c'est noir. Ça, c'est bien. Oui, mais ça, c'est ce que les hommes aiment en général. Ah bon, les femmes, elles aiment quoi? Disons que les portes jardin, je trouve pas ça très confortable. Aïe, on va y venir. Alors Jacques Laurent, vous êtes l'auteur de l'histoire imprévue des sous-vêtements féminins qui est sorti la première fois une vingtaine d'années. Oui. Et il y a un an, une réédition. Une réédition, mais très modifiée et qui a été épuisée tout de suite. Et là, il y a 15 jours, elle vient encore de ressortir. Encore d'être épuisée. Oui, elle vient de ressortir. Là maintenant, elle est en librairie. Alors, vous allez faire une autre version encore? Alors non, pour le moment, c'est celle-là. On réédite celle-là. Elle est toujours valable. Alors si je vous ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce qu'avec nous, Valérie Delafosse, qui est la star montante de la lingerie féminine.
et qui fait des choses que vous avez devant vous. Oui, je m'aperçois qu'elle est la star montante en effet de la lingerie. Ah non, non, elle est extraordinaire. J'admire beaucoup ce que je vois. Je comprends pourquoi tu n'aimes pas les porte-jartelles. Non, je trouve ça joli, mais je trouve que c'est un petit peu dépassé. D'abord, c'est très inconfortable. Ouais. C'est... Lui, il n'en met pas souvent. Oui, voilà, c'est ça, vous ne le savez pas. C'est pas exactement dépassé, puis ça vient de revenir, la vérité. Non, mais elle trouve que c'est inconfortable. Il y a 20 ans. Oui, bien sûr, ça doit être inconfortable. Mais le pratique n'est quand même pas le but du dessous féminin. Oui, non, je sais, mais c'est, disons, c'est l'image classique de la lingerie que les hommes ont en général. Et moi, ce que j'ai essayé de faire dans l'indiscrète, c'est que la lingerie fasse partie du vêtement, qu'elle se montre plutôt qu'elle ne soit dessous, mystérieuse. Et moi, j'avais envie de montrer les bustiers, de mettre des serre-tailles sur des vêtements. Très bien. Merci. Ouais, non. Oui, vous en apportez la preuve, mais effectivement, une partie c'est un autre style de lingerie. Dessous pourrait très bien être portée pour un dîner. C'est ce qu'elle fait, c'est une lingerie qui n'est pas vraiment dessous. Oui. Non, c'est des dessous qui sont dessus. Il y a eu une période, en Égypte, 1000 ans avant Jésus-Christ, où le dessous était justement dessus, où les transparences étaient par-dessus le vêtement. Elle retrouve l'Égypte ancienne. Voilà, vous retrouvez l'Égypte ancienne. Alors, il y a quelques points quand même là dont je voudrais débattre avec vous. C'est par exemple le slip très échancré. Ça vous plaît, vous, ces slips comme ça qui remontent avec une grande échancrure? Ah oui. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît un peu. C'est né au Brésil, sur les plages d'Ipanema. Oui, je ne sais pas si c'est de là que ça vient. Ça vient peut-être de l'Égypte ancienne. Ça vient peut-être aussi de l'Égypte ancienne. Là, elle n'avait pas de slip dans l'Égypte ancienne. Ah bon, ils n'avaient pas de slip? Non, mais c'est du propre. C'est très, très tardif. La culotte féminine n'est vraiment apparue qu'au milieu du 19e siècle. Et avant, les femmes ne portaient pas de culotte. Non. Et aujourd'hui, vous êtes très attiré par les femmes qui ne portent pas de culotte encore, vous? Oui, ça m'intéresse. Ça vous intéresse? C'est comme le porte-jartel, quoi. C'est un signe de désir. Toi, ça t'intéresse pas, les femmes qui portent pas de culotte, parce que c'est un manque à gagner, finalement? Bah oui, exactement. Non, mais... non, alors, moi, la culotte échancrée, je suis pas du tout pour non plus. Enfin, je trouve ça un peu toujours fait, c'est toujours une lingerie faite pour les hommes, quoi. C'est ça qui m'énerve. Alors, et les caleçons pour les filles? Alors, par exemple, cette jeune fille portait un body Bermuda qui arrive mi-cuisse, ouais. Mais je trouve ça aussi sexy qu'une culotte échancrée, parce que, je sais pas, c'est un autre style. Et les caleçons pour les filles, courant. Valérie? Parce que maintenant, on voit beaucoup de filles avec des caleçons, ça t'énerve aussi, alors c'est encore un truc pour les mecs. Non, c'est différent, c'est un caleçon, c'est pratique, on enfile ça, on n'y pense pas, c'est un autre geste. Et la lingerie de la rue Saint-Denis, il n'y en a pas tellement dans votre bouquin. Vous savez que les fermetures éclairent, dans des endroits plutôt... Oui. Parce que vous expliquez dans votre livre que finalement, au 19e siècle, les femmes avaient des habits de nuit extrêmement pudiques avec une espèce de braguette juste pour faire la chose comme ça. Ça devrait vous exciter, la lingerie qu'on trouve rue Saint-Denis avec les fermetures éclair aux endroits stratégiques. Elle est beaucoup trop volontaire, elle est beaucoup trop consciente. Il faut quand même qu'il y ait, même dans des dessous érotiques, qu'ils aient l'air de ne pas vouloir être érotiques. S'il y a une volonté de l'être, ça casse tout. T'es branché par la lingerie de la rue Saint-Denis? Moi, ça me fascine un peu, mais je la mettrai pas. Mais je l'aime bien. Est-ce que tu fais des choses inspirées par la lingerie de la rue Saint-Denis? Oui, tout à fait. Mais j'y pense d'ailleurs. Oui. Il y a des trucs formidables, tu sais. Mais oui, je trouve qu'il y a des détails incroyables. C'est complètement. C'est très spécialisé et puis c'est vraiment fait dans une optique. Et puis tout est pensé en fait, c'est ça. Tous les détails sont pensés. C'est intéressant. Et le fait qu'un académicien avec un bicorne comme ça sur ses genoux parle de lingerie féminine, lui, il a plein de problèmes avec ses camarades à l'académie. Mais ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves ça bien? Moi, je trouve ça très courageux, très Tu penses qu'un jour, tu seras dans un livre de Jacques Laurent? J'aimerais bien. Ben voilà, j'espère. Le prochain? Oui, le prochain, c'est sûrement. Remarquez que l'Académie n'a pas à être contre les broderies, puisque le costume d'un académicien est couvert de broderies. Ouais. Vous avez dit une chose une fois qui a à voir avec la lingerie finalement. Vous avez dit dans une relation entre un homme et une femme, soit il y a trop d'affection et ça devient asexué, soit on regarde ailleurs et ça se termine par une rupture. Oui, j'ai dû dire ça en effet, ça me paraît juste en tout cas. C'est extrêmement juste. Ouais. C'est assez triste en même temps. Renan a dit « il se peut que la vérité soit triste ». En 1980, il y a un monsieur qui s'appelait Nick Logan, qui était rédacteur en chef de NME, c'est-à-dire New Musical Express, et qui a fait un supplément au départ de New Musical Express, qui s'appelait Face, d'après l'expression « is a face », qui veut dire « il a un bon look ». En 1981, il a été rejoint par un directeur artistique qui s'appelle Neville Brody, et qui a beaucoup travaillé le layout et la typo, on va en parler tout à l'heure. Et en 1982,
Ils ont été rejoints tous les deux par Paul Rambali, qui est aujourd'hui avec nous, et qui a apporté à Face, disons, d'autres sujets que la musique, la mode, la culture, la politique, en plus. En 86, tous les trois, en gardant la même structure au niveau de la société et en laissant à leurs assistants le soin de faire The Face, ils ont fait un journal un peu plus masculin, un peu plus âgé, puisque ça touche les gens d'environ 35 ans, qui s'appelle Arena et qui aujourd'hui marche beaucoup mieux que The Face. Alors Paul Rambali, merci d'avoir fait le voyage, d'être là aujourd'hui avec nous. C'était quoi cette aventure? Comment est-ce qu'un jour vous avez décidé en 1982 de rejoindre l'équipe de Face? Oh, parce qu'on était fâchés de tous les journaux anglais, c'est tout simplement ça. On ne trouve pas les choses qu'on a aimées dans le journal et surtout on ne trouve pas les choses différentes qu'on a voulu ramasser dans un journal. C'était ça pourquoi. Et pourquoi après, 4 ans après, tu as décidé de quitter tout ça, de laisser des assistants faire The Face et de faire Arena? Quel a été le constat marketing finalement pour arriver à faire ça? Mais on est arrivé à la pointe avec The Face. On ne peut pas faire des choses d'autres. Il faut le changer ou même commencer notre journal. C'était ça, on a grandi un peu et ça a marché très bien en Angleterre. On est arrivé au point. Alors, il y a un journal en France, tu connais Georges-Marc Benamou? Oui, on a fait le rencontre. Alors Georges-Marc, moi quand je faisais Façade, je ne le connaissais pas, mais dès que j'ai eu envie de faire des journaux, que ce soit Vinyle, l'Hebdo des Savanes, je lui ai demandé de travailler avec moi. Et puis après, nos destins se sont séparés. Moi, je suis parti faire la télévision et Georges-Marc a créé Globe. Alors, ça vend combien Arena en Angleterre? Arena? 100 000. 100 000? Oui. Et Globe, ça vend moins quand même. Globe vend entre 55 et 60. C'est pas mal. On est devenu grand, on a 2 ans maintenant. Il faut commencer à un niveau, c'est comme ça. C'est vrai qu'en un an, on a doublé notre diffusion et nos abonnés. Mais est-ce que quand tu as créé Globe, tu t'es inspiré de The Face ou vous êtes tombé sur les mêmes choses sans faire exprès? Il y a 2 choses. C'est vrai que dans mon panthéon de journaux, il y avait beaucoup Face, il y avait beaucoup de la presse américaine comme Rolling Stone, il y avait Esquire, en tout cas le Esquire des années 60, il y avait des journaux allemands comme Tempo, il y avait des journaux autrichiens, un journal autrichien comme Wiener, il y avait un peu La Luna, il y avait la belle presse italienne et c'est vrai que la presse anglo-saxonne de jadis et Face et la presse européenne d'aujourd'hui, ça fait partie, c'est un peu la même famille. Et c'est vrai qu'on se retrouve sur des coups, qu'aujourd'hui on s'échange des articles, on achète les uns les autres et qu'avant même 1992 dont on parlait, les barrières entre ces journaux de la nouvelle génération sont en train de s'effondrer et on fait des choses formidables. Avec Tempo, on va travailler beaucoup aussi. Tempo qui est un formidable journal allemand. Oui, on a fait un exemplaire qui est passé partout dans l'Europe avec Actuel il y a quelques années. Oui, qui dépasse les frontières. Donc, on a eu la même couverture partout dans l'Europe. Alors aujourd'hui, il y a un numéro spécial de Globe qui sort qui s'appelle Globe Mode. C'est un peu notre Arena à nous. Ah, c'est votre Arena moins masculin et plus féminin. Moins masculin. Oui, une super couverture. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est à l'occasion de nos 2 ans, parce qu'on a 2 ans et qu'on est devenu grand, on s'est dit qu'il va falloir commencer à se diversifier, nous aussi. Et puis on a décidé, on avait envie de présenter des sublimes images de mode. Les émotions de mode 87 avec les photographes qu'on aime de la nouvelle génération, avec Lindbergh, avec Sednaoui, avec Jean-Jacques Casse qui a fait cette sublime couverture, avec Mondino, avec Gaducu, tous les gens qu'on aime. T'as eu tous les photographes que tu voulais? Oui, grâce à Elisabeth Gian, avec Pierre-François Moreau, on a fait ce numéro. On voulait un numéro d'émotion. On voulait plus donner la parole aux photographes. Il n'y a pas de texte cette fois. Il y a assez peu de texte. Il y a un texte de Limonov formidable sur l'uniforme soviétique et le smoking de son père. Il y a un texte d'Edmund White. Il y a un bloc-notes des collections. Mais surtout, on avait envie de faire frissonner les gens avec des sublimes images. Je crois que c'est ça, parce qu'on pense que... Moi, je crois que j'ai une idée assez particulière, c'est que la mode, elle existe par les couturiers, mais elle existe tellement aussi en tant que sublimation, je dirais, elle existe par les photographes. C'est pas seulement la mode, c'est pas seulement... C'est les frissons que la mode provoque. Les chiffons, c'est les frissons. Maintenant, on va regarder un sujet qui a été fait par Laurence Twitou sur les gens de The Face, où on voit comment ils travaillent, on voit qu'ils sont pas très nombreux finalement. Non, pas de tout. 3-4 personnes. Oui, c'est comme Pump up the volume. Pump up the volume. Pump up the volume.
série de Jean-Baptiste Mondino qui a inauguré la nouvelle maquette du journal Face avec un stylisme bavette géant. Les pages de mode du journal, les Buffalo Boys. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance, dance. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, dance, dance. Et les petits frères du journal, Heidi et Blitz. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, Musique Astor Piazzolla, chorégraphie Gigi Cacciulianu, Maria de Buenos Aires. En français, c'était Julien, c'était Loco. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y al loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, 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 trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao,
piantao, piantao, ábrete los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, la ira, ira, viva, 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 loco él y loca yo, locos, todos locos, Je suis planté, planté, planté au milieu du désert dont mes rêves sont faits. Des enfants astronautes gonflent mon cœur pour le voir s'envoler au milieu des splendeurs. Tu vois, je suis planté, planté, planté au cœur de Buenos Aires, la ville aux yeux fardés, au fond de cet estuaire où viennent les pétroliers donner à la rivière un long baiser salé. C'est le nom qu'il me donne et qui veut dire fou. Et dans ce monde où tous les hommes se croient debout, je suis le seul à me vanter de me traîner à tes genoux. C'est le nom qu'il me donne et qui veut dire fou. Et dans ce monde où tous les hommes se croient debout, je suis le seul à me vanter de me traîner à tes genoux. Tu vois, je suis planté, planté, planté dans un ciel de réglisse. J'ai jeté des trajets et c'est la croix du Sud que je viens de semer et qui du fond du ciel étoile ton sommeil. Tu vois, je suis planté, planté, planté. Le souffle du bandoléon avale mes poignets et les cils des feux rouges clignotent sans arrêt pour me faire chanter, me taire ou bien voler. C'est le nom qu'il me donne et qui veut dire fou. Et dans ce monde où tous les hommes se croient debout, je suis le seul à me vanter de me traîner à tes genoux. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.